Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, comment vas-tu à cette veille de vacances que tu amplement méritée d'ailleurs? Bah écoute, ça va super. J'ai trop hâte d'être en vacances, de décrocher là pendant le mois d'août. Et puis, c'est le repos annuel parce qu'en fait, j'ai pas pris de vacances depuis Noël. Wow. Donc, ça commence un peu à tirer. Et il est temps de plus mettre le réveil, de faire des siestes, des grasses matinées et de se faire bronzer et de nager et de faire des randonnées. Voilà, le programme. Ça va être bien. Écoute, moi, il me reste encore 2 semaines de vacances, alors je ne peux que te conseiller les vacances. C'est un bon truc, ça, pour la vie, là. Ils appellent ça les vacances, là. Et c'est bon. On est bien, on est zen. On n'a pas d'horaire, on n'a rien à faire. On n'a pas d'horaire, c'est pas tout à fait vrai. Marlène m'a prévu des semaines de rénovation. Il faut faire tel truc. Mais l'avantage d'avoir des enfants qui grandissent, c'est que tu as de la main-d'œuvre pas très chère et que tu peux sous-contracter en menaçant. Et que tu as le temps de faire des choses sans devoir les surveiller tout le temps. Donc c'est vrai. C'est bien quand ça grandit. C'est vrai, effectivement. Audrey, à part tes vacances, avais-tu des choses intéressantes à nous partager avant qu'on aille directement dans le Quoi de neuf chez Apple? Écoute, oui, on a eu des beaux commentaires sur Apple Podcast. Donc, j'ai le commentaire de... Alors, qui est-ce que j'avais dit? Parce qu'on en a eu pas mal. Alex MRK. Vas-y. C'est ça. Excellent podcast. On sent la passion à travers ce podcast. Très belle complicité entre Audrey et Matt. On découvre des choses sur l'univers Apple et aussi leur avis négatif et positif sur la marque. Merci pour l'épisode sur la surconsommation. Merci, Alex. T'es en train de me dire qu'il y a un auditeur qui nous trouve objectif par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas d'Apple. Ça, c'est cool. Ouais. Merci. Oui, il y en a qui me trouvent un peu fangirl. Peut-être, hein. On a eu un autre commentaire de Tonton Souf qui dit « Bon podcast, mais manque un peu d'objectivité. Audrey est un peu fangirl. » C'est vrai que quand j'aime. Je suis quelqu'un d'entier, donc c'est authentique. Vrai que... Voilà, quand j'aime quelque chose, je le dis, je mâche pas mes mots, mais quand je trouve des choses, quand Apple est pingre, quand Apple ne fait pas telle ou telle chose qu'on attend depuis longtemps, je le dis aussi. Donc j'essaye d'être juste, en fait, mais voilà, c'est entièrement moi, en fait, dans ce podcast, donc je suis à prendre ou à laisser. On va te prendre, puis on va je pense que je vais en faire un autre commentaire parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Un commentaire de Baptiste qui nous dit « Une qualité de podcast irréprochable. » Voilà. C'est irréprochable. On peut pas faire autre chose de mieux que ça, je pense. Après ça, on peut juste descendre. Non, c'est pas ça qui va arriver. J'écoute avec plaisir lors de mes trajets en voiture ce podcast, regorgeant d'informations tout autant utiles que variées. Les points de vue sont souvent différents d'Audrey et Matt, et Matt sont toujours aussi intéressants et ne participent toujours qu'à un seul but, nous faire partager leur passion. Et ça a été compliqué à lire. Je suis en vacances, je relaxe. Merci pour ce beau travail et que vive longtemps ce podcast et cette belle complicité. Merci beaucoup. Ça se transmet, ça fait plaisir à lire. Merci. Écoute, parlant qu'Apple est pingre, tu sais, chez nous, on dit pas pingre, on dit cheap. Où on dit gratteux. Hein, gratteux. Ouais, gratteux. Ça vient d'une vieille télésérie où il y a quelqu'un qui grattait ses pièces d'or, qui les comptait, mais qui les partageait à personne. Et gratteux. Aussi une publicité de Canadian Tire. Mais bref, le terme chez nous, c'est aussi. Ouais, qui est gratteux. Bon, alors, il n'y a pas que ces personnages-là de l'imaginaire québécois qui sont gratteux, mais il y a aussi Apple. Ouais, j'ai absolument pleinement confiance au fait qu'Apple fait tout pour que la compagnie perdure. J'ai absolument pleinement confiance pour que Apple continue à garder ses marges comme il faut. Vous allez voir dans d'autres informations que je vais vous donner, ils font attention de rester quand même assez au niveau de l'inflation, ou en tous les cas pas loin. Mais ce que je me suis aperçu il y a quelques jours,
c'est que ici, au Canada, on peut faire financer l'achat d'un produit Apple sur des mensualités. Généralement, c'est 24 mois pour un iPhone, 12 mois pour un Mac, un iPad et un Apple Watch. Ce qui est pas anormal parce que l'iPhone, généralement, est un peu plus cher pour monsieur, madame, tout le monde, je dis, hein, parce que ça dépend des Macs. Mais l'iPhone est généralement un petit peu plus cher et un peu plus essentiel aussi. Alors, ils le mettent sur la durée. Et j'ai été vérifié avec, pour m'assurer que c'était dans les dernières semaines, j'ai été vérifié avec le site Archive.org, Archive.org, qui est un site, le Wayback Machine, qui permet d'aller dans le temps sur des sites web. Alors, si vous ne connaissez pas, vous faites Archive.org, vous copiez-collez un URL d'un site web et il va vous donner tout l'historique. Généralement, ça marche très bien pour les pages web fortement consultées. Va vous donner tout l'historique des modifications d'une page web. Alors, si vous pensez que quand vous changez un truc sur votre site web, personne ne s'en rendra compte des erreurs que vous avez faites du passé, eh non, c'est enregistré dans le Wayback Machine, archive.org. Et j'ai été vérifié, qu'est-ce qui s'est passé avec Apple? Parce que jusqu'à il y a quelques jours, les mensualités pour l'acquisition de produits Apple étaient à 0% d'intérêt. Hein? Ça coûtait rien. En tous les cas, ils nous en soutiraient pas plus pour aller chercher un produit en financement. Hein? Et c'était une entente que vous aviez avec des fois d'autres compagnies que Apple. Alors, aux États-Unis, c'est d'autres banques qu'au Canada, mais en tous les cas, je me suis rendu compte qu'en 2021, c'était 0% d'intérêt. En 2022, c'était 0% d'intérêt. En mars, en mai, en juin, c'était 0% d'intérêt. Bam! Juillet! Maintenant, pour avoir un iPhone avec des mensualités, ça va te coûter 8% de taux d'intérêt pour un iPhone. 5% pour les Mac, iPad et Apple Watch pour financer ces produits-là. Ce qui fait que si vous prenez un iPhone, je dirais pas d'entrée de gamme, là, avec un peu de stockage et ainsi de suite, vous allez payer 8% de plus, qui veut dire pour un iPhone à $1,400, $1,500, $150 de plus qu'il faudra débourser sur votre iPhone. Ça fait mal. Ouais. Alors, le conseil à donner, j'ai envie de dire, comme pour toute la gestion de vos comptes, généralement, pour les appareils qu'on renouvelle régulièrement, ou même tous les 3 ans, 4 ans, c'est vraiment mettre de l'argent de côté pour ça. Ouais. Vous mettez un petit livret avec $50, 50 € par mois vous mettez ça tous les mois et ça vous financera votre prochain iPhone. C'est beaucoup mieux que de faire un crédit, d'autant plus si c'est pas un crédit à 0%. Et ça permet d'avoir un peu d'argent de côté. Bien évidemment, faut pas utiliser cet argent pour autre chose, sauf en cas d'urgence ultime. Mais voilà, c'est vraiment bien de gérer son budget comme ça, de prévoir. Pareil pour les voitures, une fois que ta voiture est payée, tu continues à mettre de l'argent de côté pour la prochaine. Moi, c'est ce que je fais et à long terme, c'est plutôt une bonne solution. Mon père dit tout le temps qu'il faut se créer des obligations et se créer des obligations, c'est automatiquement d'aller se retirer l'argent dans les comptes. Vous écouterez un épisode de Relife qu'on a fait avec Julien Derrick expliquer des techniques pour être capable de faire ce qu'on veut petit à petit en mettant de l'argent de côté. Et lui, son truc, c'était d'avoir des petits comptes ou des endroits tous différents en fonction de ce qu'il voulait faire. Alors, il se retire tant de % de son salaire. Dès que son salaire arrive, il se retire tant de % pour les voyages, les loisirs, tant de % pour les assurances, tant de %. Et en fait, il disait, il m'en reste pas beaucoup, mais ce qui me reste, c'est à moi. Et j'aurais pas besoin d'acheter quelque chose à crédit plus tard parce que j'aurais commencé à me mettre de quoi de côté. C'est le même conseil que tu donnes dans les faits. Oui, l'idée, c'est de ne pas avoir de crédit et surtout de ne pas avoir un appareil à crédit, surtout un iPhone qui peut tomber, qui peut se casser, qui peut tomber en panne hors garantie. Enfin, c'est quand même des produits, c'est fragile, quoi. Je veux dire, donc avoir un crédit sur un produit. Moi, j'ai mes neveux nièces, bon, ils sont grands maintenant, mais quand il y en a une qui me dit, je paye encore mon crédit sur mon iPhone qui est cassé depuis 3 mois et que j'utilise plus et que j'ai dû en racheter un autre. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça à payer encore un appareil qu'ils n'ont plus ou qu'ils ne peuvent plus utiliser. C'est problématique. Parce que si ça s'additionne, après, on ne s'en sort pas. Donc oui, pour des appareils comme ça, mettez de l'argent de côté en prévision, en fait. Ouais, puis achetez avec vos moyens aussi. C'est pas parce que c'est le dernier
Pro Max, machin chouette, que c'est nécessairement celui que vous avez besoin. Bon, après, il y en a qui vont me sortir, je veux me faire plaisir. OK, mais en tous les cas, bon, essayez de faire attention, parce que là, ça va vous coûter de plus en plus cher, et on s'en rend pas compte, mais ça s'ajoute beaucoup sur le prix d'un iPhone. Même si on sait qu'Apple s'en va de plus en plus dans des services de crédit, des banques, des choses comme ça, ben, je pense qu'ils ont flairé la bonne occasion. Alors, dans ce dossier-là, pas dans ce dossier-là, dans cette partie quoi de neuf chez Apple, je me suis dit, merde, alors c'est cher un iPhone. Et puis, j'ai trouvé un article de Android Authority qui faisait l'historique du prix du iPhone en fonction de l'inflation. Et je me suis dit, ils se gavent. C'est sûr qu'ils se gavent. Ça fait des années Apple. Ils se gavent. Eh bien non. Vous irez voir l'article. Et puis, c'est pas fait par un auditoire ou en tous les cas un public sympathique à la cause Apple. Hein. Ça vient du site Android Authority, qui a plus tendance à favoriser les produits Android, hein, les compétiteurs de l'autre bord de la rue. Et vous vous rendrez compte que Apple, ils se gaffent pas d'année en année sur les iPhones, même qu'il y a des années où ça a descendu les prix des iPhones par rapport à l'inflation. Toujours, hein. Évidemment, ils se gardent des marges, ils font tout pour que la compagnie dure, pour payer, puis les produits coûtent de plus en plus cher, les salaires augmentent, c'est comme tout, mais ils font toujours tout pour être en dessous de l'inflation par rapport au prix des téléphones. Et moi, ça m'a marqué parce que je me rappelais pas que le premier iPhone était si cher que ça, aux États-Unis, évidemment. Il était à il était à $500. Le premier iPhone, en 2007, chez Apple, n'était pas subventionné via les compagnies téléphoniques. Alors, c'est pour ça qu'il était à un prix qui était quand même beaucoup en deçà de ce que ça coûte aujourd'hui, mais quand même, c'était appréciable parce que à partir de 2008, le 3G jusqu'au 6, les prix qu'on voyait affichés dans les keynotes d'Apple, c'était via subvention des compagnies téléphones. Alors, c'est pour ça que pendant 5 ans, on a vu des iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, celui qui a été moitié prix même, il était à $100 aux États-Unis avec subvention de la compagnie téléphone. C'est pour ça qu'on a vu des téléphones qui n'ont pas bougé de prix, qui étaient toujours à $200, mais c'est à partir du 6S où on voit les prix qui ont commencé à augmenter. Mais toujours en dessous du prix ajusté en fonction de l'inflation de maintenant. Alors, vous irez voir cet article-là qui réconcilie au fait que Apple, ils se gavent pas tant que ça. Ils se gavent, mais c'est une compagnie, puis l'objectif d'une compagnie, c'est de faire de l'argent. Oui, ils prennent une bonne marge. D'ailleurs, est-ce qu'il y a la marge d'année en année qui est indiquée? Ça serait intéressant de la trouver. Parce que je pense qu'ils margent à 50%, voire plus. Hein. Je pense que... en fait, là, je pense qu'ils auraient pu... Bon, après, c'est comme tu dis, c'est une compagnie, leur but c'est de gagner de l'argent et c'est tout, en fait. Mais là, le prix des iPhones, quand même, on est quand même passé du simple au triple depuis le premier iPhone. Donc, ils auraient pu baisser un peu leur marge, surtout avec l'inflation et le taux euro-dollar qui nous a vraiment, nous, touché cette année. Donc, voilà, là, on arrive dans les 1500, 1600 euros pour le dernier modèle d'un iPhone. Ça commence à être plus cher, enfin c'est plus cher qu'un MacBook. Et c'est là où on se dit que l'iPhone est aussi plus cher parce qu'on fait de plus en plus de choses avec, et il y a des gens qui travaillent que avec un iPhone. C'est ça. Ça devient un outil professionnel et unique pour certaines personnes. Donc voilà, tout est une question toujours de besoin, de contexte et d'usage, hein, encore une fois. Donc oui, après... Moi, je trouve que ce qui est important, et j'espère qu'ils font ce qu'ils disent, c'est au niveau du respect des travailleurs, des gens qui, en usine, qui fabriquent les iPhones. J'espère que ce qu'ils souhaitent est bien transmis à leurs représentants sur place et que c'est respecté. Parce que ça fait quand même beaucoup de monde qui travaille pour Apple derrière tout ça, et espérons que les usines respectent les droits humains. C'est très très compliqué à mon avis à distance, même quand tu as confiance en ton représentant local. Enfin, je pense que on a déjà vu des affaires comme ça où en gros à Foxconn les horaires n'étaient pas respectés, alors que le représentant d'Apple sur place vérifiait, contrôlait. Enfin, je pense qu'à un moment, quand il y a forcément dans une société, quand elle est si grande qu'Apple, t'as forcément des choses qui passent entre les mailles et que tu peux pas contrôler. Enfin, ça me paraît difficile de tout contrôler. Surtout qu'ils sous-traitent
Pourquoi on sous-traite habituellement? Ben, c'est pour que ça nous coûte moins cher. Alors, si ça coûte moins cher, nécessairement, il n'y a pas les mêmes conditions que dans l'entreprise. Vous avez vu beaucoup de délocalisations d'entreprises en France, pour aller en Inde, pour aller en Chine, pour aller au Mexique. Ben, c'est pourquoi? C'est parce que ça coûte trop cher. Respecter les normes et règlements qu'il y a dans le pays en France, mais c'est pareil au Canada. Alors, ils sont pris entre, essayer d'avoir une compagnie un sous-traitant pour lequel tu veux qu'il soit moins cher, mais en même temps, tu es surveillé. Alors, je fais plus confiance à Apple parce qu'ils sont plus gros, parce que ils sont en bourse, que n'importe quelle compagnie qui n'a pas autant de surveillance. Mais une fois que c'est dit, leur objectif d'une compagnie, c'est pas autre chose que de faire de l'argent. Et c'est pas mal. J'ai pas de jugement en disant ça. C'est ça, la réalité. Et pendant que tu parlais, j'ai été voir sur Statistica les marges d'Apple par rapport à ses produits. Ça tourne aux alentours de 30%, 39%. Il y a juste une année où ça a été exceptionnel, où ils ont margé à 50% par rapport à par rapport à leur marge brute. C'était en 2014. Mais pour le reste, c'est toujours à peu près variable à ça dans les marges. C'est ça. J'ai lu, par contre, là où ils margent énormément, c'est sur les services. J'ai lu un article sur Mac Génération dernièrement où il disait qu'ils margeaient à 70% sur le prix des services. Donc voilà, je pense que l'argent à se faire, elle est là maintenant, en sachant que la fabrication matérielle est de plus en plus exigeante en termes de respect de l'environnement, respect humain, etc. Donc je pense que leur marge va se réduire au fur et à mesure des années sur le matériel, mais ils vont se rattraper sur les services en ligne, où là, en fait, c'est du serveur et de l'ingénierie derrière et des développeurs, mais il n'y a pas de fabrication matérielle. Donc, ils vont trouver un équilibre là-dessus, et puis l'important, c'est que les gens qui travaillent pour Apple soient respectés et protégés. Pas que chez Apple, en fait. Tout le monde a le droit au respect et à la protection. Bien sûr. Bon, il est temps de sauter sur le dossier que je t'ai préparé, qui fait suite à l'émission qu'on avait fait avec Guillaume. Je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume nous avait partagé un reportage qui avait été fait par The Verge. En fait, un documentaire sur un sabotage qui avait été perpétré par la compagnie Apple. Est-ce que tu te souviens quand Guillaume nous avait partagé ce documentaire-là? Oui, je me souviens qu'il en avait parlé, oui. Eh bien, écoute, moi, je l'ai... pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, tant mieux, parce que, comme disait Audrey, les sous-titres automatiques sur l'Apple Télé en français, ça arrive pas, ou pour ceux qui ont de la difficulté avec les termes anglais, je voulais vous le raconter, en fait, ce documentaire-là. J'ai été aussi chercher l'information sur Wikipédia, parce qu'il y a plus d'éléments sur la page Wikipédia par rapport à ce produit-là. J'ai été aussi rechercher le vieil article du journal de l'époque de la ville dont on va parler et aussi l'article original de Verge. Alors, la vidéo, l'article original, j'ai 4 sources par rapport à ça. On est prête, Audrey? Je suis toute oui pour écouter l'histoire du Lisa d'Apple, l'ordinateur dont on ne parle peu ou plus. Ouais, en fait, pourtant. Qu'on a décidé de pas parler. Le Lisa, c'est une histoire qui commence au début des années 80. Steve Jobs est là. La création de l'ordinateur, ça vient de l'acronyme. On va dire que c'est pas du tout en lien avec sa fille qu'il aurait voulu pas reconnaître, mais qui aurait voulu faire un clin d'œil. L'acronyme du Lisa, ça viendrait de Local Integrated Software Architecture. Une architecture logicielle intégrée localement, qui a commencé en 1978 chez Apple. L'équipe qui s'occupe du Lisa, c'est pas Steve Jobs directement, c'est Ken Rothmuller et John Koch qui ont joué le rôle d'intégrateur, même s'ils ont eu beaucoup de bâtons dans les roues de la part de Steve Jobs à l'époque. Je vous en reparlerai un peu plus tard. La documentation accompagnant le Lisa original désigne le Lisa comme étant officiellement déclaré le nom comme l'acronyme que je vous ai mentionné, mais tout le monde sait très bien que ça avait un lien avec la fille de Steve Jobs qui s'appelait Lisa Nicole Brennan et qu'on a supposé que c'était en lien.
T'inventes pas un acronyme, un nom comme ça, si ça n'a pas de lien avec la fille qui reconnaissait pas à l'époque. On sait qu'il était très torturé à cette époque-là avec ses relations, ses amours et sa fille. Certains ont même suggéré que c'est Andy Esfeld, que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qui ont développé l'acronyme rapidement pour pas faire de peine trop à des gens en interne, pour justement pas dire que ça venait de Lisa du côté de chez Apple. Fait que déjà, dans sa construction, dans son acronyme de produit, il y a un problème là. C'est un nom d'une personne à qui on veut rendre hommage, mais dans la vraie vie, Steve Jobs, il reconnaît pas sa fille. C'est Lisa, il la reconnaît pas. Il a demandé à sa mère des tests de paternité. Bref, c'est un bordel sans nom dans sa vie à cette époque-là, à Steve Jobs. Et pourtant, le projet s'appelle Lisa, selon ses commandes. Et à un moment donné, on rétropédale pour dire non, mais c'était pas sa fille. C'était pour architecture logicielle intégrée localement. T'imagines un peu le bordel. Oui, mais bien sûr. Bon. Le Lisa, c'était une réponse d'Apple à la montée des ordinateurs personnels. On voyait ça arriver de plus en plus avec IBM. C'était plus des gros ordinateurs qu'il y avait dans les universités. On avait déjà eu l'Apple I, l'Apple II. Il y avait aussi l'Apple II+. Bref, des ordinateurs qui ont été assez mythiques dans l'histoire d'Apple. Cette fois-ci, on voulait un ordinateur tout en un. Tout en un avec des innovations incroyables qui sont maintenant quotidiennes pour vous. C'est-à-dire une interface graphique. Car oui, le Lisa était le premier ordinateur d'Apple avec l'interface graphique. C'est pas le Macintosh en 84 parce que le Lisa est sorti en 83. Puis vous verrez que y a de la torture constante par rapport au Lisa. Ça a été le mal-aimé du début jusqu'à la fin de son nom, de sa vie et même de son marketing. Ça a été incroyable. Alors, Steve Jobs est la figure emblématique d'Apple, ça c'est sûr. Il a été associé au Lisa dès le début, je vous l'ai dit par le nom. Cependant, c'était la période où aussi Steve Jobs, c'était un peu le bordel au niveau de la compagnie. Il savait pas gérer. Il était très méchant avec ses employés. Méchant, c'est vraiment le terme qui est employé dans la documentation, là. On l'a éloigné du projet dans les années 80 parce que ça avait commencé en 78. Malgré cela, le Lisa a été nommé en l'honneur de, on le sait, de sa fille, pareil. Et il a continué. Et Steve a torturé ce projet-là et a torpillé ce projet-là en allant même chercher les ingénieurs qui travaillaient sur le Lisa délibérément, pas pour travailler dans son équipe Macintosh, juste pour pas que le Lisa voie le jour, pour dire. Alors, ça a été la première interface graphique. C'était aussi la première fois où on conçoit un ordinateur avec une expérience utilisateur. OK? C'est centré expérience utilisateur. Si vous allez sur les notes de l'émission, vous verrez, je vous ferai un lien sur le site Folklore où, à l'époque, il ne faisait pas des captures d'écran comme Audrey peut faire dans ses livres ou dans sa documentation. À l'époque, il prenait des Polaroids, des interfaces, puis il faisait l'évolution des interfaces par rapport à ça. Alors, c'était vraiment une approche centrée sur l'utilisateur déjà dans les années 78. Alors, le problème du Lisa, c'est qu'il est très perfectionné. Il a des composantes novatrices comme la souris, comme une interface graphique. Et évidemment, en R&D, ça coûte cher. En recherche et développement, une compagnie, ça coûte très cher. Et des fois, la recherche et développement se transmet dans le prix du produit. On l'a vu avec le Vision Pro, il est très cher parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement. Les prochaines itérations après coûteront beaucoup moins cher. Mais c'est assez un problème que le Lisa va traverser, la recherche et développement qu'on a mis dessus, parce que quand il sort à 10 000 $. Wow. Alors ça, c'est très cher. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Le prix était prohibitif pour la plupart des consommateurs et des entreprises, en particulier en comparaison du IBM, qui lui se vendait 1600. Oui, il n'y avait pas une interface graphique, mais quand tu es une compagnie et que tu as plusieurs ordinateurs à acheter, ça commence à peser dans la balance. Alors, puis il fallait former les gens aussi. Oui, parce que c'est une interface graphique. Moi, je me souviens, ma mère travaillait à la Redoute. Elle travaillait sur l'informatique, mais c'était un logiciel interne avec
c'était du DOS en fait. C'était vraiment les lettres vertes, les lignes de commande, noir. c'est ça. Les lignes de commande, voilà, et elle allait super vite, référence du produit, quantité, adresse et tout. Et puis le jour où elle s'est retrouvée devant un ordinateur avec une interface graphique, elle était perdue parce que c'était limite, tout était fait au clavier et elle regardait son écran juste pour vérifier ce qui était saisi était bon, mais voilà, c'est pour ça que tous les vieux ordinateurs n'avaient même pas d'écran parce qu'en fait tu faisais que du code et voilà. Acheter un Lisa à 10 000 $ dans une entreprise et en plus le coût des formations. Et je suppose qu'il n'y avait pas des formateurs à tous les coins de rue. Ben non. C'était un sacré produit à intégrer en entreprise du moins. Alors, le prix était prohibitif, on vous l'a dit. Je vous ai expliqué aussi que Steve Jobs, il torpillait le projet en interne. Et ça a des conséquences sur la performance de l'ordinateur parce qu'il y avait des problèmes de stabilité. Évidemment, si tu prends les meilleurs ingénieurs pour juste faire chier le projet, ça se peut que le projet, il en pâtisse. Et puis, en plus du prix, le Lisa, il y avait des problèmes de performance, de stabilité. Et puis, évidemment, quelque chose de très cher, pas fiable. Est-ce que tu vas acheter, Audrey? La réponse, je pense, c'est non. Et puis, évidemment, il y avait la compétition en interne. Alors, le Lisa était un vrai échec en 83 quand ça a été lancé. Sans oublier qu'à l'époque, tu faisais pas une mise à jour par Internet. Non. Parce que t'achetais un ordinateur buggé, tu te traînais un bug pendant des mois, jusqu'à ce qu'une nouvelle disquette sorte et que tu puisses mettre à jour le programme. Mais aujourd'hui, ça nous paraît fou d'acheter quelque chose de buggé et qui reste figé. Parce que Internet n'était pas là chez les gens. Donc, quand on remet tout ça dans le contexte, ça m'étonne pas que le Lisa, malgré ce très beau nom, ait été un échec commercial. Chez Apple. Ouais. Parce que il y a un personnage qui arrive dans l'histoire du Lisa un petit peu plus tard, qui s'appelle Cook. Cette personne-là va donner une seconde vie à ce produit-là. Bob Cook, qui est un revendeur, décide de dire à Apple, moi je vais te les prendre, tes invendus, mais je te les prendrai pas à 10 000 $, là, au lieu de les jeter, tu me les envoies. Et puis au début, la blague se fait très bien. Bob Cook récupère des milliers d'ordinateurs, ainsi des milliers de pièces, de composants pour les réparer, et commence à vendre ça sous le nom, parce qu'évidemment, il y a eu des petits soubresauts à l'interne chez Apple. Ils ont dit « comment ça, quelqu'un il vend un Lisa alors qu'on a dit qu'on avait fini le projet? Alors, tu vas changer le nom. » Alors, Bob Cook s'exécute, il renomme le produit en Lisa Professional. Évidemment, il ne vend pas le Lisa à 10 000 $. Et puis aussi, Apple dit « Ouais, mais là, non, tu ne vends pas notre système d'exploitation, tu n'as pas le droit, tu n'as pas les licences, toi, tu as juste le matériel. » Alors, Bob s'exécute encore avec sa petite équipe et développe un système qui va être compatible avec les versions actuelles de chez Apple. Alors, il va être compatible avec l'Apple II, va être compatible avec d'autres, rétro-compatible avec d'autres programmes qui avaient été développés à l'époque. On se rappelle, hein, la rétro-compatibilité, c'était pas la force des ordinateurs dans ces époques-là. Ouais. Et Bob, avec son équipe, ils vont faire des améliorations sur le Lisa Professional. Ils vont faire un nouveau système d'exploitation. Ils ont développé le système d'exploitation pour le Lisa qui permettait à l'ordinateur d'émuler un Macintosh Plus. Cela a permis au Lisa de fonctionner avec des logiciels Macintosh, qui a considérablement augmenté son utilité auprès des clients potentiels, parce que si tu peux faire fonctionner des choses qui sont très populaires sur la plateforme Macintosh Plus, c'est parfait. On a gagné. Alors, le Lisa, il ne fonctionnait pas juste avec les logiciels du Lisa, il fonctionnait avec d'autres Mac. Alors ça, c'était cool. Puis même pour les vendeurs de logiciels, c'était cool. Il y a eu des mises à niveau aussi pour le lecteur de disquettes. Cook a amélioré le lecteur de disquettes du Lisa pour le rendre compatible avec des disquettes de 800 kilooctets. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ça, sachez que c'est même pas le poids d'un email. Hein? C'est pas très gros, 800 kilooctets. Ce qui a augmenté évidemment la capacité de stockage de l'ordinateur. Alors, il augmente le système d'exploitation sur sa capacité à faire rouler plusieurs types de logiciels. Il augmente aussi la capacité des disquettes. Il a une nouvelle carte d'interface. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les choses en arrière de l'ordinateur que vous pouvez brancher pour prendre des ordinateurs, pour être capable d'aller chercher des disques durs plus gros. Et puis, il va aussi faire de la modification à la ROM
pour que des écrans, pour que ça puisse ressembler davantage à des Macintosh. Là, ça améliorait en fait l'expérience utilisateur de tout ça. En plus, comme je vous l'ai dit, de tout ce qu'il a fait comme matériel et logiciel, il l'a rebaptisé pour Lisa Professional. Alors, c'est un grand succès, un succès à la hauteur de les capacités de l'équipe de Bob Cook. Il a une équipe de soutien, il répond aux appels, les gens sont satisfaits. Il y a même des gens qui appellent Apple, la vraie compagnie, puis ils disent « Ah, il est vraiment bien, hein, votre Lisa Professionnel, vous avez vraiment réussi la deuxième mouture, il est pas cher, vous donnez du bon service, tout. » Et puis, il le vend 2000 $. Alors, 2000 $ à l'époque, c'est vraiment pas cher avec une interface graphique, avec du soutien, avec une capacité d'aller voir d'autres d'installer d'autres logiciels. Et ça se vend bien. Il vend tous les invendus avec son amélioration significative de la performance. Et puis, la relance est réussie. Le Lisa Professionnel prouve que quand tu fais les bonnes modifications, que tu adaptes bien les trucs, tu as un potentiel commercial. C'est tout con, hein? Oui. Est-ce que Bob Cook a un lien de parenté avec Tim Cook? C'est pas dit dans l'article. C'est pas dit dans l'article, non. J'ai vérifié, Non, je viens de vérifier, c'est pas son père, c'est pas son tonton, mais en tout cas, c'est drôle de retrouver ce nom. Je suppose que c'est un nom très connu aux États-Unis. Est-ce qu'on sait, est-ce que Bob Cook a racheté les Lisa ou est-ce qu'il les a récupérés parce qu'il devait partir à la casse ou il les a achetés quand même? Tout ce qui était vendu, c'était tel que tel, mais il y avait encore près de 3000 ordinateurs de disponibles puis qui continuaient à vendre. Et là, Apple, 89, ça va pas bien, Apple. Hein? Ça va vraiment pas bien. On décide de rationaliser les choses chez Apple, la compagnie. Puis là, il y a un petit rigolo qui s'appelle Bob Cook, puis que lui, il prouve qu'on n'est pas bon, Apple. Alors, Apple est pas content. Apple décide de reprendre tous les ordinateurs Lisa et de les détruire. OK? 2700 ordinateurs Lisa sont maintenant détruits. Ils les ont transportés au dépotoir de Logan, en Utah, avec, tiens-toi bien, des agents de sécurité armés qui escortaient les camions. Oui, c'est ça. Les machines ont été détruites par des bulldozers. Hein. C'était pas juste on les apporte au dépotoir, on s'assure qu'elles soient détruites et inutilisables. Et ils sont enterrés. Les travailleurs de la ville ont vu passer 22 chargements de camions à détruire, mettant fin à l'histoire du Lisa de manière ironiquement paradoxale, un produit de haute technologie finissant au dépotoir. Il y avait même, je pense, dans l'article du journal, le journaliste dans le journal de Logan en Utah qui disait les mouettes vont être contentes, ils vont être beaucoup mieux équipés que monsieur, madame, tout le monde à la maison maintenant. C'est pour ironiser un peu la chose. Mm-hmm. Dans l'article de The Verge, la destruction du Lisa a été une opération de grande envergure. Des bulldozers, comme je vous l'ai dit, ont travaillé nuit et jour pour ensevelir, détruire les machines et mettre fin au Lisa. Si Steve Jobs, qui avait déjà quitté Apple, n'était pas là pour sauver le Lisa, de toute façon, il voulait rien savoir. Et évidemment, je l'ai sous les yeux, je l'ai sorti cette phrase-là dans le Herald Daily Journal de Logan. Ils disent que ça a amené un peu plus d'intelligence cette semaine dans le dépotoir de la ville. En gros, là, c'est ça qu'ils disent. Alors, c'est un peu triste ce qui est arrivé. Beaucoup disent, puis on ne sait pas vraiment parce que ça a été... c'est des non-dits chez Apple, puis ils veulent pas qu'on en entende parler de cette histoire-là, puis il y a beaucoup de gens qui sont même plus là aussi pour la raconter, tout simplement, cette histoire-là du Lisa. Et sachez qu'ils ont même eu des subventions pour faire la destruction. Ils ont trouvé des passe-passe pour avoir des subventions pour détruire des ordinateurs invendus. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Carrément n'importe quoi, même, de détruire des ordinateurs, parce que pas être fier d'un produit... Ok, connaissant l'ego de Steve Jobs, il n'en voulait pas depuis le début. De toute façon, il a tout fait pour boycotter son propre produit et ça m'étonne pas du coup que les actionnaires les viraient de sa propre boîte. Enfin, je sais pas si c'est lié vraiment à ça, mais en tout cas, ils auraient pu les donner à des écoles ou je sais pas, ça aurait pu servir que de jeter. Aujourd'hui, ça ferait scandale. Hein. Même si c'est 3000 ordinateurs, c'est pas des millions d'ordinateurs, mais ça écologiquement, financièrement, ça serait un scandale aujourd'hui. Ça ferait aucun sens.
Tu sais, j'avais noté dans ma conclusion là, que le Lisa, c'était une saga fascinante d'ambition, d'échec, de renaissance, de destruction finale. c'est carrément ça. Ça met la lumière sur le rôle de l'innovation et l'adaptation de l'industrie à la technologie. Quand vous voyez qu'une grosse compagnie sait plus quoi faire de ces ordinateurs-là, puis qu'un gars dans son garage avec une petite équipe est capable de revendre ça et d'adapter tout ça, tu dis, ouais, OK, il y a probablement des ressources chez Apple à l'époque qui étaient mal utilisées, visiblement, parce que ils auraient pu très bien le faire eux-mêmes et le rappeler eux-mêmes, les IA professionnels. C'est une partie quand même importante de l'histoire d'Apple, le Lisa, parce que c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, c'était une partie qui a servi au Macintosh d'être ce qu'il a été, c'est-à-dire beaucoup plus fini peut-être, beaucoup mieux. Le Macintosh, vous détrompez pas, ça a été un flop aussi au niveau commercial. Ils en ont vendu au début beaucoup, mais après ça n'a pas très bien fonctionné. Ça a marqué l'imaginaire sur ce que devait être l'informatique à cette époque-là. Mais dans les faits, la genèse de tout ça, c'était le Lisa. Moi, il y a 4 trucs qui m'apparaissent importants de discuter au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. C'est que l'innovation perpétuelle, ça rend automatiquement l'obsolescence inévitable. Qu'on ait un iPhone 13, 14, 15, ça fait... inévitablement, il y a de l'obsolescence. Et ça, c'est pas les compagnies. Parce que les compagnies, ils préféraient développer un produit et le garder 10 ans. Ce serait beaucoup plus rentable pour leur marge. Qu'est-ce qui fait que les compagnies font de l'innovation à ce point-là? C'est nous. Parce qu'on a des biais. On est bourré de biais, nous, les humains. Et quand quelque chose de nouveau arrive, on le veut. Et puis, les compagnies veulent vendre. Puis veulent faire de l'argent. Et je vous le dis, c'est pas une question de jugement, c'est ça, c'est un fait. Dès que c'est nouveau, ça attire plus l'œil d'un humain. Alors, on a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Ouais, et puis c'est valable dans beaucoup de secteurs, même le bricolage. Il y a un nouvel outil qui sort et qui simplifie, qui fait gagner du temps. En fait, c'est beaucoup plus fréquent dans l'informatique parce qu'on a tous un smartphone aujourd'hui, chose qu'on n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans. Donc dans l'informatique, je pense que c'est le secteur le plus rapide. Mais même les automobiles, tu as des gens qui changent de voiture tous les 3 ans parce que la nouvelle, elle a ça en plus, elle a ça... Elle a un écran 4K, elle a... Voilà, enfin... C'est la course à la croissance et à l'innovation, mais en effet, il y a un coût écologique et en effet, l'obsolescence est inévitable dans ce sens-là, sauf pour les gens qui se satisfont de leurs appareils le plus longtemps possible. Mais là, avec iOS 17, par exemple, je vois que ma compagne qui a mon ancien iPhone 7 sous iOS 15, puisqu'elle n'a pas pu mettre iOS 16, il y a des choses que je ne peux pas mettre à jour, sinon elle n'y aura plus accès. Par exemple, tout ce qui est lié à HomeKit. Si je mets à jour la nouvelle version, elle ne pourra plus accéder sous iOS 15 à la domotique de la maison. Donc, même si on veut garder ces appareils très longtemps, alors je pense que l'iPhone 7, il est largement rentabilisé, son coût écologique est je pense bien dépassé. Enfin, il n'y a pas de problème, mais il y a un moment ou un autre, en effet, que ce soit l'appareil en lui-même ou les appareils entre eux, on est obligé d'avancer et de renouveler le matériel. Ouais, il y a mais en même temps, comme disait Coluche, il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour que ça arrête de se vendre. Eh oui. Le pouvoir est chez nous quand même. Alors, oui, je sais qu'on ne peut pas changer le système puis on peut juste l'utiliser, mais je vous partage tout de même une chaîne que j'apprécie à découvrir en ce moment. Ça s'appelle Action Hero. C'est un gars qui reprend des vieux produits Apple et qui leur... pas que des vieux produits Apple, mais majoritairement, moi, j'ai effectivement beaucoup regardé les vieux produits Apple et qui leur donne une seconde vie, notamment en prenant un vieux MacBook Air et en le mettant à jour avec la dernière version d'Ubuntu. Et il fait des tests et on se rend compte que il devient plus performant avec la nouvelle version. C'est normal, hein? C'est normal. Les nouveaux OS sont plus optimisés. Les systèmes d'exploitation sont plus optimisés que des vieux qui n'ont pas été mis à jour depuis 5 ans. Mais
Exemple, il a pris un MacBook Air et il a mis la dernière version d'Ubuntu. Et là, ben, les jeux comme Minecraft et ainsi de suite tournent beaucoup mieux. Il peut l'exploiter. Tu as une interface à jour. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres appareils. Un G3, un G4. Je les vois en vente là, parce que je suis un peu comme Audrey. Je surveille des vieilles machines des fois juste pour avoir des collections. Et ben, il y a des OS que vous pouvez installer sur ces vieilles machines-là qui vont très bien faire le travail, qui vont être à jour, qui vont être sécuritaires, et vous pourrez donner une seconde vie à ces appareils-là. Évidemment, pas les mobiles. On en a déjà parlé avec Guillaume Jette dans un épisode. C'est en effet, le matériel chez Apple est vraiment durable, et c'est le logiciel qui rend le matériel obsolète. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu peux plus mettre à jour ton appareil, donc bah, tu vas en changer parce que ce soit pour des raisons de sécurité ou autre, tu veux un produit qui soit au goût du jour. Mais c'est vrai que, comme tu disais, les e-books G3, G4, les PowerBooks, il y en a qui tournent encore. On peut plus faire grand-chose avec parce qu'en effet, au niveau sécurité, ça craint si on parle de connexion Internet. Mais est-ce que tu as remarqué que depuis qu'Apple fait ses propres puces, il y a des fonctionnalités qui sont réservées exclusivement aux puces M1, M2, enfin M1, puces Apple Silicon. Et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de nous faire renouveler notre matériel. Ouais. Parce que, voilà, pour avoir Final Cut Pro sur ton iPad, il faut un M1. Donc, aujourd'hui, c'est pas juste une question de petites fonctionnalités, c'est carrément le logiciel qui tourne plus si t'as pas qui fonctionnera pas si t'as un ancien iPad ou même si t'as un iPad qui n'est pas M1 ou M2. Donc, j'ai remarqué une segmentation dans dans certaines fonctionnalités, effectivement. Il y a avant, ça marche ou ça marche plus, la nouvelle version. Maintenant, c'est, si t'as ça, il y a ça qui va fonctionner. Si t'as tel autre truc, il y a tel autre. Et puis, c'est normal parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup segmenté même leur gamme de produits. Regarde l'iPhone. Avant, il y en avait un. Maintenant, il y en a 4. Ouais. Oui, et puis, il y avait déjà eu ce basculement-là avec la puce A12. Il fallait une puce A12 minimum pour détourer une photo. Enfin, toutes ces petites innovations qu'on trouvait géniales, ben, il fallait la puissance de calcul derrière ou le Neural Engine derrière. Donc, techniquement, ça s'explique, mais c'est très frustrant, en fait, de se dire, ben, dans toutes les nouveautés, là, je vais avoir que la moitié parce que mon appareil, il a 3 ans ou 4 ans. Donc, il y a une obsolescence logicielle qui est problématique et qui est discutable. Qui pousse à renouveler, quoi. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi dans cette vidéo-là, si vous voulez la voir pour voir certains éléments historiques d'image, c'est intéressant, mais vous vous rendez compte que l'obsolescence forcée pousse aussi à l'innovation pour certains. Hein? C'est ce que Bob Cook prouve, que même un vieil ordinateur, on est capable de faire quelque chose d'autre avec. Et ça, moi, j'ai trouvé ça cool. Évidemment, oui. J'ai une petite histoire à propos de l'obsolescence peut être une opportunité pour l'innovation. J'ai vu, je crois que c'était un réel une vidéo sur Internet où une dame récupérait en France tous les petits savons d'hôtel, tu sais. Tu vas à l'hôtel, tu te laves et puis tu laisses ton bout de savon. Et les hôtels jetaient des milliers et des milliers de savons tous les jours. Et elle a demandé, est-ce que je peux venir les chercher ? Donc elle a créé comme ça un réseau qui récupérait tous ces savons. Ces savons étaient bien sûr nettoyés, retransformés, recréés. Elle recréait des savons. Ouais. Et elle distribuait ces savons gratuitement aux organismes, au Resto du Cœur, à la Banque Populaire, au Secours Populaire. Et du coup, en fait, elle a fourni, je crois que c'est 300 tonnes de savon aux gens les plus démunis. Parce qu'elle disait, l'hygiène, c'est ce qui passe un peu en dernier quand il faut d'abord se nourrir. On n'a pas les moyens de s'acheter du gel douche, du savon. Et je trouve ça incroyable ce qu'elle a fait parce que, elle a récupéré un truc qu'on jetait. Et elle fait travailler en plus des personnes à mobilité réduite ou des personnes handicapées pour fabriquer les savons. Donc en fait, elle a bouclé la boucle totale. En fait, elle récupère des choses, elle les transforme, elle les récupère gratuitement, elle les transforme et elle les offre gratuitement. Et je trouve ça génial, en fait, de créer quelque chose à partir d'un déchet, en fait. Et je ne sais plus son nom à cette dame, mais en tout cas, bravo. Je mettrai le lien de la vidéo dans les notes de l'émission. J'ai trouvé ça génial, vraiment bravo.
C'est inspirant parce que à certains égards, tu trouves ça brillant, mais en même temps, tu te dis, ah, tu vois, on n'est pas voué à tout jeter, on n'est pas voué à vendre tout, et ainsi de suite. Il y a une réflexion, il y a une profondeur par rapport à ces gens que tu rencontres ou que tu vois sur Internet qui te font réfléchir à d'autres trucs. À d'autres trucs. Évidemment, le Lisa, ça a été un échec, mais qui a donné lieu à la renaissance du Macintosh, pas la renaissance, mais à la naissance du Macintosh. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de répondre aux besoins des consommateurs, même si, dans les premières moutures, vous vous casserez la gueule, probablement parce que les consommateurs sont pas prêts forcément à cette innovation-là. Et évidemment, on se rend compte très bien dans la vidéo, à la fin, le coût environnemental de l'obsolescence. On le voit, tu sais, on voit des endroits où on jette des produits qui pourraient avoir une seconde vie. Puis vous verrez aussi dans certains centres où ils récupèrent. Allez faire un tour. Nous, on appelle ça des éco-centres chez nous. Et on peut apporter des vieux appareils électroniques, du vieux bois, des déchets qui ne rentrent pas dans la poubelle traditionnelle. Alors, on envoie ça à l'éco-centre. C'est fou ce que les gens jettent. Audrey, moi, j'y été la dernière fois. Il y avait facilement, cette semaine-là, j'ai dit, mais ça, c'est pour toute l'année. Il m'a dit, non, c'est juste pour les dernières semaines. Puis je demeure dans un endroit où il y a un bassin de population de 20 000 habitants à peu près. Il y avait une vingtaine de bicyclettes par semaine jetées. Ça, c'est des bicyclettes. Oui, elles sont peut-être pas belles, elles sont peut-être pas actuelles, mais tu peux le repeindre, tu peux récupérer des pièces, tu peux faire d'autres trucs avec. Pas forcément les jeter. Et puis, des caisses de son, des ordinateurs qui étaient plus à jour, des imprimantes. Qu'est-ce qu'il y avait comme imprimante? Ça doit être probablement un des responsables au niveau de la désolation technologique et de l'obsolescence ultra programmée. Ça doit être les pires, d'après moi. Mais c'est fou. Allez faire un tour dans ces endroits-là. Vous allez voir ce que les gens jettent. C'est absurde. Ah oui, nous, on appelle ça des déchetteries. Et il y a des bacs bois, vieux meubles, métaux. Enfin, en gros, on trie nos déchets et on jette. Et moi, quand je vais à la déchetterie, c'est que j'ai essayé de le vendre. J'ai essayé de le donner. Ouais. J'ai fait une braderie où c'est écrit « Servez-vous, c'est gratuit ». Et personne n'en veut, même si tu leur donnes. Donc, à un moment, ça finit à la déchetterie. J'achète peu de choses et je jette peu de choses, mais forcément, on entasse toujours quelques trucs au fur et à mesure de l'année. Mais je pense que, tu vois, le vélo électrique a poussé les gens à jeter leur vélo au standard et au lieu de les vendre, mais il y en a tellement à vendre. C'est ça qui est triste. Mais en effet, on a aussi en France, en Bretagne surtout, un réseau qui s'appelle Envie, je crois. Et en fait, quand ta machine à laver elle est en panne, tu leur donnes. Et eux, ils la réparent. Et pareil, ce sont des gens, des travailleurs, souvent des travailleurs handicapés qui vont être formés pour réparer ces choses-là. Ou tout simplement des gens, des techniciens, en fait. Et c'est revendu avec une garantie, et c'est revendu beaucoup moins cher. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire, réparer et puis revendre. Si on peut pas réparer soi-même ou faire réparer, donner déjà à ces sociétés-là qui font travailler des gens et qui font un peu d'argent, quoi. Alors, c'était l'histoire du Lisa. Alors, si vous n'avez pas vu ou vous êtes freiné par l'anglais, c'était ça, en fait, le reportage. Ça expliquait toute cette histoire rocambolesque d'un ordinateur qui était parfait, qui avait été pensé complètement différent, mais qui a été par des égos torpillés en interne, et puis par la recherche et développement mal peut-être géré, trop cher pour une certaine vie. Et puis, le pire du pire, c'est qu'Apple a fait exprès de détruire quelque chose qui marchait bien à cette époque-là. C'est quand même juste fou. Ouais, ça paraît fou. Est-ce qu'ils ont embauché Bob Cook? Parce qu'il aurait fallu, en fait. Il est à retraite, Bob. Bob, il est à retraite, puis il veut plus entendre parler de cette histoire-là, parce que, évidemment, il y a une certaine amertume par rapport à ça. Il a créé quelque chose qui allait bien. Il a créé quelque chose que les gens aimaient bien. Et puis, il pouvait en être fier parce qu'il récupérait des choses que dans le fond, il faisait de la récupération, dans les faits, quand même un peu. Et puis, non, il s'est fait... ils ont trouvé une dernière clause chez Apple pour pouvoir détruire le reste
de ce qu'il y avait. Alors évidemment, il ne pouvait pas continuer ainsi. Il a fait d'autres choses, Bob, mais il n'est pas resté avec le Lisa professionnel, ça c'est sûr. Oui, l'histoire d'Apple n'est pas parsemée de pâquerettes et d'arc-en-ciel, loin de là. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des échecs d'Apple, mais il y en a eu. Mm-hmm. Et des réactions. Mais c'est vrai que les problèmes d'ego, surtout avec un patron comme Steve Jobs, à mon avis, il y en a qui en ont bavé avec lui et je pense que si c'était non au début, c'était non en fait. C'était non au début, à la fin. Voilà. Il y a des histoires drôles, hein. Par exemple, chez Apple, je vous les ferai dans d'autres épisodes, là, l'avènement du Genius Bar. Ça, c'était très, très drôle. C'était un truc que Steve Jobs voulait absolument pas. Mais il a réfléchi, puis après ça, c'est devenu son idée. C'était pas l'idée de quelqu'un d'autre, c'était son idée. À quel point c'était un enfoiré à certains égards, là. C'était incroyable. Ouais. C'est terrible, les gens comme ça et les patrons comme ça. Ouais. Terminons cet épisode rétro un peu, sur la pensée-réflexion. Je pense qu'on va être dans le rétro aussi un peu avec ta réflexion ou ton partage de ce mois-ci. Eh bien, écoute, l'intitulé Lisa de cet épisode m'a fait penser à un auteur, un compositeur, un chanteur que j'aime beaucoup, c'est Cat Stevens, qui lui aussi est à la retraite certainement, qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80, qui était un peu à part. Cat Stevens, c'est un chanteur américain, et toutes ses chansons sont très belles, très mélodieuses. Vous écoutez ça en étant en repos, en vacances. J'adore Cat Stevens, et donc il a une chanson qui s'appelle Sad Lisa. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Et donc, c'est pour une fois une petite recommandation musicale de ma part. Je vous mets le lien vers Apple Music, vers son best-of, où il y a toutes ses plus belles chansons. Merci, je vais l'ajouter dans ma bibliothèque. Je t'en peine des fois de trouver des nouvelles affaires, mais c'est vrai qu'on pourrait relire un peu ses fondamentaux. Ça fait du bien. Moi, je vous propose de visiter un musée. Ouais, moi je vous propose de vous visiter un musée, mais un musée virtuel, un musée sur la technologie. Évidemment, on a fait du Apple. Alors je vais vous montrer le musée du site d'Apple. C'est un site qui regroupe les pages d'accueil à travers le temps des compagnies. Alors vous avez Apple, vous avez Amazon, vous avez Facebook, vous avez Google, Microsoft, TechCrunch, Wikipédia, Yahoo, et ainsi de suite. Vous avez aussi des images des systèmes d'exploitation, vous avez aussi certaines applications. Et dans les notes d'émission, vous verrez apple.com, qui est un site sur lequel on va souvent pour voir l'information sur Apple. Et vous allez voir au fil du temps à quoi ça a pu ressembler, ce site web-là. Et il y a des choses que vous regarderez aujourd'hui avec votre œil contemporain de 2023 qui vous feront saigner des yeux. Notamment la première page en 1994 qui est assez ouf. Mais il y a de l'histoire là-dedans, puis il y a des choses à apprendre. C'est terrible. Allez vraiment voir cette chose. Alors, en 98, on sent qu'il y a eu un basculement à tous les niveaux, mais alors ceux d'avant, les sites d'Apple d'avant, je les avais jamais vus. Waouh, Software Online, Tech Info Library. C'est excellent. C'est excellent. Merci Mathieu. Le basculement, c'est quand Steve revient. Vous voyez des choses beaucoup plus design. Et moi, il y a des trucs que je pensais jamais avoir vus sur un site d'Apple. Et tu m'aurais dit, est-ce que tu peux le certifier? Et je t'aurais dit, sur la tête de mes enfants, jamais ça arrivera chez Apple. Eh bien non, je me suis royalement trompé. Jamais j'aurais vu sur un site d'Apple un bouton spécial, venez sauver, special deals, venez sauver des... oui, ils ont fait ça dans les années 99. Ils ont fait des ventes à partir, puis il y avait une bannière, là, venez économiser sur le site d'Apple. Après ça, on l'a plus revu, cette bannière-là, mais elle a existé. Elle a existé. Il n'y a plus de promo, là. Non. Et puis, ton site, probablement, ta page d'accueil préférée qui arrive en 2003, Audrey, avec le Mac tournesol. Oui, ça, j'ai souvenir d'être allé sur le site d'Apple à cette époque-là. Mais ça fait 20 ans, quoi. Donc, merci pour le coup de vieux. 2004, participation. Vous vous rappelez peut-être pas, mais c'est à partir de ces années-là où on a vendu des chansons à 99 cents, la chanson. Ouais. Et puis, il y avait un partenariat avec Pepsi. Et tu avais une chanson gratuite grâce à une bouteille de Pepsi. 1 sur 3, ouais. Chanson gratuite grâce à une bouteille de Pepsi. T'imagines, maintenant, on est dans le streaming.
Et oui, et puis Steve Jobs qui disait, vous voulez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou révolutionner le monde, bah voilà le partenariat avec Pepsi, quoi. Bravo. J'avais oublié ça. C'est vrai, c'est un bon retour. Oh oui, c'est à souligner. En 2004, partenariat avec U2. Et puis en première page, t'as Bono sur la page d'accueil. On en a bouffé du U2, hein. Franchement, avec l'album qu'on pouvait pas supprimer, là, tu te souviens? Qui était livré avec iTunes, on avait un album de U2, on pouvait pas l'enlever de l'ordinateur, à chaque fois qu'on l'enlevait, il revenait. Ah, quel enfer, ouais. Ouais. 2006, la période AM PC, AM Mac, qui était des belles publicités que vous pouvez refouiller. Et puis après ça, 2007, où est arrivé l'iPhone, où là, on a des couleurs plus noires. Mais dans tous les cas, faut aller le voir parce que c'est mémorable. C'est un vrai voyage dans le temps, ouais. Voilà, c'était un musée iPad numérique à vous partager. Trop bien. Ben écoute, Audrey, c'est le moment de dire au revoir à nos auditeurs. On va leur dire au revoir, mais on va leur rappeler où ils peuvent nous rejoindre pour partager des playlists de Cat Stevens, pour partager des captures d'écran de sites web qui datent des années 90. Où peuvent-ils te rejoindre, Audrey? Alors déjà, je voulais dire que c'était le dernier épisode de l'été. Oui, c'est vrai. Qu'on prend des vacances en août, hein, on fait une petite pause estivale, on se retrouvera courant septembre bien sûr, avec tout ce qui va arriver, et comme chaque année on va rentrer dans le détail de toutes les nouveautés d'Apple, tout ce qui va arriver. Produits, logiciels, services, enfin bref, on va avoir plaisir à replonger dans tout ça, mais là, vous voyez, je sais plus parler, on a besoin d'une pause, de faire un peu une petite coupure. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Twitter, @AppleDiff, et sur aussi Mastodon. N'hésitez pas non plus à venir échanger avec nous sur le compte du podcast, même si Matt et moi, on utilise plutôt nos comptes individuels, perso pour échanger avec vous. Moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, @AudreyCoulot, Mastodon, @AudreyCoulot, je sais plus, enfin Audrey Coulot, vous tapez Audrey Coulot, vous allez me trouver. Mes formations sur appleavec-audrey.fr et bien sûr ma chaîne YouTube qui fera aussi une pause en août pour mieux se retrouver en septembre. Oui, je fais une vraie pause du mois d'août. C'est bien. Et toi, bien. Matt? Profduweb.com, vous pouvez me rejoindre c'est là où j'actualise le réseau du moment. Je vois que dans les notes, j'avais marqué que j'étais sur Vero. Je ne suis plus sur Vero, j'y vais jamais. J'avais marqué Mastodon, j'y vais pratiquement jamais. Il y a eu une semaine où j'ai marqué que j'étais sur Thread, mais j'y étais une semaine. Non, c'est souvent sur Twitter. Tant que Monsieur Fusée va me laisser y aller encore sans que je paye, ben je vais en rester sur Twitter. Et sinon, ben que ce soit sur applediff.com ou sur le site d'Audrey ou sur notre site, on a des formulaires si vous voulez nous contacter ou nous rejoindre plus personnellement. Il n'y a aucun souci, on marche encore à l'ancienne de ce côté-là. Oui, vous pouvez nous envoyer des mails et vous pouvez bien sûr nous soutenir avec le bouton jaune PayPal sur applediff.com. On vous souhaite de bonnes vacances décrochées. Salut, ciao ciao. À bientôt.